petit exercice de brise-glace, le dernier brise-glace de l'année. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai hâte pour ce dernier brise-glace. Tu connais nos brise-glace ou pas, Malik? La dernière fois que j'ai participé, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas vu le brise-glace. Donc dis-moi. Parfait, c'est Je- très simple. C'est très simple. Trois questions simples, trois réponses simples. No bullshit surtout. No bullshit. Pour Ok. qu'on découvre un petit Je... peu ton profil sous, sous un autre angle. Team Ok. entourage, vous pouvez mettre Malik en plein écran, du coup, s'il vous plaît. Vous me dites que c'est bon. Pour l'instant, il n'est pas encore en plein écran. C'est bon, il est en plein écran. Alors, Malik, trois questions pour toi. Malik, en un mot, c'est quel mot qui te qualifie et pourquoi ce mot? Bienveillant et bon, c'est dur de dire un seul. Bienveillant et j'ai envie de dire travailleur aussi. Même bienveillant parce que je suis, enfin, excusez-moi pour ma voix, hein, je me suis pris une grippe toute la semaine. Et heureusement d'ailleurs que ce soit aujourd'hui parce que je me sens beaucoup mieux que samedi dernier. Donc bienveillant parce que j'aime créer l'harmonie autour de moi, dans les enfin, au travail, comme, euh, comme à la maison, comme avec mes amis. Et je pense que bienveillant est un mot qui me caractérise. Mais j'aime bien coupler, moi, des mots. Il y a des mots qui sont pris tout seuls comme ça, en un sens qui peut être dévié. Donc j'aime bien bienveillant et exigeant. Tu vois, parce que Hmm, ma bienveillance vient avec de l'exigence vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres aussi qui bénéficient de cette bienveillance-là. ok, intéressant de coupler ces mots-là. Ok. Et si tu avais une leçon principale à retenir de tout ton parcours, ce serait quelle leçon? Euh, Partez quand vous ne vous sentez plus à l'aise. Quand c'est plus votre endroit, allez-y, partez. Pourquoi? Tu as un exemple qui caractérise cette Non, leçon? je sais que j'ai. Bah, alors, moi, le premier exemple, on en parlera dans ma présentation, c'est que j'ai commencé ma carrière en tant qu'officier d'armes et terre. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le contexte dans lequel j'exerçais ce métier-là ne me conviendrait pas pour un très très long terme. Et j'ai hésité à un moment donné à me dire, ok, vas-y, quand même, cours un peu, laisse courir un peu, et tu prendras la décision enfin, plus tard. Et enfin, j'ai pris la décision très tôt, je suis parti au bout un an et demi à peu près. Et avec du recul, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, de savoir couper assez rapidement au moment où il fallait couper. J'aurais tardé, ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire une reconversion beaucoup plus enfin, réussie telle que je l'ai faite aujourd'hui. Ouais, mais et donc, c'est partez quand vous ne vous sentez plus à l'aise, partons. Je reprends. Ouais. Partez quand vous ne vous sentez plus à l'aise et surtout savoir couper. Savoir Savoir couper couper, quand c'est le bon savoir moment. arrêter. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à Malik d'il y a 10 ans, je vais dire, parce que pas, en Là. général, je dis aux esprits il y a 20 ans, je vais dire il y a 10 ans, c'est plus simple pour nous. Euh, Connais-toi toi-même. Oui, ça revient. Ouais, Ouais. quand même. Essaie de te connaître un peu plus toi-même le plus rapidement possible. Par différents moyens, hein. C'est le lieu aussi peut-être de parler un peu de santé mentale. Alors, je ne suis pas particulièrement pour une santé mentale, mais je sais que se connaître soi-même, ça passe souvent par la confrontation à l'autre, voire par une thérapie. Donc, cassons le tabou de la thérapie aujourd'hui pour les hommes noirs. Je sais que beaucoup d'hommes noirs n'aiment pas aller en thérapie ou veulent avoir des thérapeutes de 60 ans, beaucoup trop âgés, et qui pourraient avoir comme mentor. Mais en fait, non, une thérapie, ça peut être une jeune femme de 25 ans. Du moment où elle est professionnelle, ça peut être un homme de 34 ans, peu importe. Juste si vous vous sentez ne pas vous connaître tant que ça, passez par soit par la confrontation avec quelqu'un d'autre, soit par un thérapeute. Et ça, tu trouves que c'est... Parce que si tu en parles comme le conseil que tu donneras à Malik d'il y a 10 ans, tu penses que la réponse à ça guide aussi bien tes choix personnels que tes choix professionnels? Bien sûr. Bien sûr, parce que pour rentrer encore dans le sujet, hein, encore en nous, nos bullshit, je sais que c'est la partie qui est enregistrée, même tout ce que je dis, je le dis très sincèrement. Je me suis rendu compte au fil de ma carrière que ce que je recherchais en allant chercher, tu sais, bon, je suis diplômé de Saint-Cyr, on en parlera, ensuite de l'ESCP et compagnie, donc l'ESCP, deuxième plus grande école, enfin deux ou troisième. En fonction, je sais pas s'il y a des essais ici qui vont être jaloux, mais on est passé deuxième au classement Figaro, C'est vrai? donc deuxième meilleure école, ensuite Saint-Cyr, ensuite même en Côte d'Ivoire, le Prytanée militaire.
Et je me suis rendu compte que j'étais à la recherche beaucoup plus de l'excellence, en fait, que particulièrement d'une carrière dans l'armée et compagnie. Donc, ça, je m'en suis rendu compte, on va dire, il y a 2 3 ans, de me dire, OK, tes choix, ils sont guidés par la recherche de l'excellence plutôt que par une carrière dans un endroit en particulier. Et donc, ça me permet OK, de prendre du recul et à chaque fois que j'ai une décision à prendre sur une proposition d'emploi, par une proposition, soit emploi, même professionnel ou amical et compagnie, je sais que j'ai ce biais-là d'aller rechercher l'excellence. Et donc, souvent, je vais prendre un step en partant vers ça, alors que c'est pas forcément là où je dois être ou ce qui me conviendrait. Donc, c'est comment je temporise entre la recherche de l'excellence et l'endroit où je dois être, où je me sens le mieux possible à un moment donné. Je sais pas si c'est très clair. C'est très clair. En tout cas, pour moi, c'est très clair pour vous, mesdames et messieurs. Si c'est clair, envoyez également des réactions, hein. Vous avez envoyé des emojis pour nous donner un petit peu bah voilà, c'est clair. C'est pas que pour moi. Et quatrième et dernière question pour toi, Malik. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Je serai mon signe astrologique, je serai Lion. Oui. Et parce que, encore une fois, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, hein, parce que le lion est majestueux, le lion est, pour moi, c'est un peu un symbole d'excellence aussi, un symbole c'est le roi de la jungle, quoi. Voilà, je serais lion. Et Lion. Et c'est quoi la musique que Malik écoute actuellement? La musique, le son. Ouh. Pour ceux qui me connaissent, ils vont pas être surpris. C'est souvent Fally Ipupa Ah et, ouais, et, et bon, allez, on va dire SL de Fally Ipupa. très bien. Merci Malik d'avoir joué le jeu du brise-glace. Mesdames et messieurs, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont raté les premières minutes, je résume Malik en 4 questions. Malik, le mot qui le caractérise le plus, c'est la bienveillance. Mais c'est 2 mots. C'est pas juste bienveillant pour être bienveillant. Bienveillant parce qu'il aime créer l'harmonie autour de lui et pour les gens qu'il côtoie. Mais bienveillance qui va avec l'exigence parce que justement, cette exigence bénéficie aux autres qui l'entourent également. Ensuite, Malik, si il avait la leçon principale qui a marqué son parcours, ça serait de dire savoir couper quand c'est le bon moment. Comme disent les Ivoiriens, il ne faut pas durer longtemps dans mauvais rêve. C'est ça, hein. J'ai un ami ivoirien qui Je me parle de répète, mon rêve. Ouais. il ne faut pas durer longtemps dans mauvais rêve. Voilà, donc le temps est précieux. Je trouve que ce qu'on peut déduire de cette leçon, c'est que le temps est précieux. Donc, Hum, on prend les bonnes décisions au bon moment. hum. Ensuite, Malik, si je devais donner un conseil à Malik d'il y a 10 ans, ce serait connais-toi toi-même le plus vite. Et cette recherche de la connaissance de soi-même peut passer par la confrontation à soi-même, à autrui, ou même en se faisant accompagner par des professionnels. Et toi, ta connaissance de toi-même t'a amené à comprendre que tu es à la recherche permanente de l'excellence, à la quête de l'excellence dans tous tes choix, professionnels et Hum. personnels. Et enfin, Malik, en un animal, c'est le lion. Bon, lion parce que c'est son signe astrologique, mais lion parce que ça caractérise tout ce qu'on vient de dire également. C'est un animal majestueux, c'est un animal qui s'impose et qui aussi symbolise, qui est un symbole d'excellence. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est parfait. Tu es très, Super. très Tu forte. vois que je peux faire des podcasts aussi, hein? Ah là J'ai là. hâte que tu lances ton podcast, en Non, effet. non, surtout pas, il y en a déjà beaucoup trop. Non, surtout pas, ne m'encourage pas. Ne m'encourage pas dans cette voie. Très bien, Malik, merci d'avoir joué le jeu. On démarre avec notre masterclass. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Je prends la main pour présenter brièvement pourquoi on est là. D'ailleurs, Malik, qu'est-ce que ton avis sur Entourage? Si tu as un petit mot à dire sur Entourage avant que je présente l'initiative, hein, et te laisse la main. Alors, enfin, tu connais ce que je pense d'entourage. J'étais là au début, on en a parlé assez rapidement. Avant même le J'étais lancement. avant le lancement, c'est vrai. On en a parlé, je t'ai invité sur le podcast qui a bien marché aussi. J'espère que tu as eu des bons retours de ton côté. Oui, tout à Donc, fait. c'est une plateforme exceptionnelle que j'aurais adoré créer, hein, on aurait pu être cofondateur. Et en fait, Euh, c'est la suite de Choose Your Mentor, au fait, hein. Et c'est la suite de Chosen Mentor. C'est l'aboutissement, en fait. Tu es allé au bout des choses, de pouvoir connecter les gens à des experts au-delà de juste cette partie digitale. Bon, en même temps, c'est complémentaire aussi parce que moi, l'idée, c'était de garder cet échange-là ou même c'est entre deux pour, pour tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas personnalisé et que c'est pas une rencontre avec deux personnes. Donc, toi, tu arrives à faire ça et c'est bravo de pouvoir connecter les gens
qui puissent parler avec des gens qu'ils auraient jamais eu, auxquels ils n'auraient jamais eu accès de manière naturelle. Et je vois aussi les dîners qui connectent des gens, qui créent des opportunités. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à avoir un tableau de toutes les opportunités chiffrées que Entourage a pu créer. Ça C'est serait ça. génial. Donc, ouais, bravo à toi. Et puis, bon vent, Entourage, on sera toujours là pour pousser. Merci, merci Malik pour ces gentils mots pour Entourage. Donc, je présente brièvement l'initiative et on te laisse la main pour la keynote. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Raouda Aminou, je suis la fondatrice d'Entourage. Et comme le disait Malik, Entourage, c'est quoi? C'est notre message pour vous, en tout cas chez Entourage, vous qui nous écoutez, qui avez un projet ambitieux en Afrique et qui êtes à la recherche de conseils fiables, ben, c'est de vous dire d'arrêter de chercher. Vous avez l'ambition, nous, on a les experts. Notre job chez Entourage, c'est d'aller vous repérer, vous dénicher, vous référencer les meilleurs experts, en tout cas ce que nous on appelle les meilleurs experts de leur domaine. Voilà un échantillon de visages d'experts qui nous font confiance et qui nous ont rejoints pour répondre à notre mission qui est de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Donc, c'est des experts qui sont des devanciers, des experts qui sont des décideurs, qui sont aujourd'hui en position de vous apporter des opportunités. Et c'est des experts qui peuvent vous connecter à la bonne personne. Et leur rôle hein, aujourd'hui sur la plateforme Entourage, www.entourage.africa, c'est de vous partager des conseils personnalisés par rapport à votre besoin et vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux ou même vous aider à accélérer votre trajectoire en Afrique. Concrètement, aujourd'hui, Entourage, au bout de 15 mois, aujourd'hui, il y a 96 experts qui nous font confiance, qui sont répartis sur différents pays dans le continent, qui ont travaillé dans plus de 35 pays sur le continent et qui couvrent aujourd'hui 30 secteurs. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'en fonction de votre besoin, on a l'expert sur la plateforme pour vous accompagner. Comment est-ce que ça marche? C'est très simple, c'est www.entourage.africa. Vous trouvez l'expert qui est de votre domaine, en tout cas l'expert qui peut répondre à votre problématique. Vous réservez une session de 30 minutes ou de 1 heure payant pour échanger en vidéo, en one-to-one avec l'expert et vous obtenez des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business en Afrique. C'est aussi simple que ça, notre promesse. Et ça fait plus de 15 mois qu'on fait cela avec des parcours et des trajectoires transformées. Comme disait Malik, un de nos prochains challenges, ça va être de répertorier un petit peu toutes les collaborations en direct et indirectes qui ont eu lieu sur la plateforme. Et nos clients nous le font savoir au quotidien parce qu'ils se sentent boostés et capables d'aller beaucoup plus vite à travers les conseils qu'ils ont avec nos experts sur les sessions privilégiées. Et tout récemment, il y a 3 mois, on a lancé un produit qui s'appelle Entourage Plus, qui est un espace pour nous, les professionnels en Afrique, qui souhaitons répliquer les parcours de ces experts-là. Et à travers Entourage Plus, on apprend des stratégies de nos leaders. Donc, il y a des études de cas qu'on documente sur chacun de nos experts. Par exemple, Malik, tout à l'heure, on va rédiger, on va l'interviewer sur une problématique qui a été définie avec Malik et moi. Et on va rédiger une étude de cas sur les stratégies qu'il met en place. Avec Entourage Plus, on échange également avec ces leaders. 1 à 2 fois par mois, les experts viennent se connecter pour nous, les membres, et répondre à nos questions en groupé. C'est plus du one-to-one sur Entourage Plus. Et enfin, quand nos experts voyagent, ben, du coup, nos membres dînent à la table de ces experts pour avoir des conseils sur leur expérience et également pour faire du networking avec d'autres membres ambitieux. Voilà un petit peu Entourage Plus qu'on fait aujourd'hui sur la plateforme. J'aurai l'occasion de vous présenter cela à la fin de la session pour ceux qui seront encore avec nous. C'est un espace qui est accessible sous forme d'abonnement mensuel et annuel. On en reparle à la fin. Mais pour l'instant, c'est Mali qui est avec nous parce que chaque samedi sur Entourage, un de nos experts joue le jeu et vient animer une masterclass sur sa thématique d'expertise pour nous élever ensemble. Et aujourd'hui, c'est Malik Diabaté qui prend de son temps gratuitement pour venir nous former sur une thématique qui est la sienne, construire les partenariats gagnant-gagnant dans la fintech. Je te laisse la main pour cette présentation, Malik. Je te J'arrête mon remercie, temps. je te remercie, Ravdat. C'est toujours toi qui présente, hein, c'est ça, hein, mon support que je t'ai envoyé. Ou je Ah, peux tu veux encore. présenter Oui, je te laisse présenter. S'il y a des bugs, que je prends la main. Attends, ok. Et pendant que Malik projette sa présentation, tous les liens d'accès à la plateforme sont dans le chat pour info. J'oublie chaque fois de préciser que les liens sont dans le chat. Que c'est bon. C'est bon, c'est un mot diapo. Donc, on voit, peut-être si tu le mets en Ah, plein vous écran. voyez ma diapo directement, c'est ça? Ouais, on voit pas encore en plein écran. C'est bon là? Oui, c'est bon là. C'est Ok. bon. Mm. Alors, donc, merci beaucoup encore à toi, Raudat, hein,
pour l'invitation et pour tout ce que tu fais avec Entourage. Merci beaucoup à tous et à toutes de vous être connectés pour cette masterclass. J'espère qu'elle sera intéressante pour toutes et pour tous. C'est vraiment l'idée. Voilà. Alors, je sais que vous n'avez pas la main pour qu'on puisse échanger, mais n'hésitez pas à mettre vos questions, vos sujets, tout ça dans le commentaire. Je vais essayer de respecter mon temps. Est-ce que tu gères le timing ou Oui, tu gères le timing hein, pour les 20 minutes? oui, oui. Je D'accord. regarde, Ok. pas de souci. Donc le but ici, donc le thème qui m'a été attribué, qu'on a discuté avec Raoudat, c'était comment structurer, négocier, exécuter des partenariats gagnant-gagnant dans l'écosystème fintech africain. Je vais me présenter rapidement. Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure dans l'échange avec Raoudat, je suis diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Bon, alors j'ai grandi en Côte d'Ivoire déjà. J'ai fait un lycée militaire et après mon lycée militaire, j'ai passé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr auquel j'ai été admis en 2012-2013. Donc après ma formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dans 3 ans de formation, un an de spécialité, où j'étais spécialisé dans le génie militaire. J'ai fait un stage en France au 6e régiment du génie à Angers. Ça change totalement de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était très très marrant. Et ensuite, j'ai rejoint l'armée de terre en Côte d'Ivoire pendant un peu plus d'un an sur différentes missions assez intéressantes aussi. Mais cette année m'a permis enfin, m'a conforté dans l'idée qu'en fait, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Surtout le management des hommes et des organisations, les missions, la soudaineté pas mal de choses. De toute façon, on voyait un peu ce qui se passe dans nos pays africains. Donc, on était, en tant que militaire, on est assez aux aguets. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit que ça allait pas assez rapidement, que j'étais pas assez agent du changement et que moi, c'est ce qui me drive, c'est de faire bouger des choses, c'est de changer énormément de choses et que si je restais là, je pense que je dépérirais intellectuellement. Donc j'ai décidé de quitter l'armée, donc de retourner en France, où je me suis, enfin où j'ai commencé un master à l'ESCP, un executive master en business consulting. Et ensuite j'ai commencé une carrière dans le conseil, dans différentes entreprises dans le conseil. J'ai commencé par CGI Business Consulting, où j'ai fait des missions d'AMOA, des missions d'AMOA, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, de conduite du changement, différentes missions, beaucoup pour le ministère enfin pour les structures régaliennes, donc défense, intérieur, un peu de transport. Ensuite, j'ai rejoint PwC, donc PricewaterhouseCoopers, la partie consulting. Pareil, pour faire la stratégie opérationnelle, travailler avec différents clients dans le secteur parapublic, transport et compagnie. Et enfin, après PwC, EY, après EY Bearing Point, je ne vais pas vous faire tous les cabinets. Et il y a 2 ans, je suis revenu en Côte d'Ivoire, revenu m'installer en Côte d'Ivoire avec un cabinet de conseil où j'ai travaillé spécialement pour le groupe Orange Côte d'Ivoire, où j'ai commencé à toucher de manière très très concrète au fintech en, en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé au sein du département Orange Business, dans le cabinet du directeur d'Orange Business, où on a travaillé sur la réorganisation de différents sujets au sein d'Orange, mais aussi la partie paiement marchand, donc pour le déploiement d'Orange Money. Et puis, bon, bah, au cours à la fin de cette expérience-là, j'ai discuté avec des personnes au sein de Wave Côte d'Ivoire. Et après, j'ai rejoint Wave Côte d'Ivoire en tant que responsable, enfin, business development manager, donc manager de business development et des partenariats pour la Côte d'Ivoire principalement aujourd'hui, mais bon, avec un scope qui j'espère, qui s'étend sur l'Afrique avec la croissance de Wave. Je parle aujourd'hui principalement à mon nom propre, hein. Je ne suis pas envoyé par Wave, donc on parle de vous à moi. Enfin, Wave ou même les autres entreprises du secteur étant très sensibles du fait que tout le monde l'est, en fait. Très, très vite, les mots des personnes qui travaillent là peuvent prendre de l'ampleur. Donc, bon, déjà, on est entre nous, mais deuxièmement, j'essaie de donner le plus d'informations possibles, pertinentes de manière générale. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des sujets on ne peut pas traiter, je vous le dirai de manière très concrète. Et puis voilà. Et puis à côté de ça, je suis fondateur de Choose Your Mentor, le podcast. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, où j'ai plus de 100 épisodes maintenant, où j'interviewe un peu comme Ravdat d'ailleurs, différentes personnes de différents secteurs d'activité, des responsables, des directeurs de banque, des artistes, des journalistes, un peu de tout. Et le but derrière, c'est un peu comme je disais, comme Ravdat, de faire revenir de l'expérience, de partager de l'expérience de manière un peu plus généraliste pour que les gens puissent en inspirer et améliorer leur choix de carrière et leur choix de vie. Et j'ai été par ailleurs président de l'African Business Club à Paris pendant
un an et demi, où on a développé ce que vous voyez aujourd'hui, donc l'Africa Mobility Innovation Days, qui était le forum Elite à l'époque. Et puis on a travaillé avec pas mal de structures pour accompagner les gens à rentrer en Afrique s'ils le souhaitaient. Alors, après cette brève introduction, pourquoi les partenariats sont vitaux dans les fintech? En Afrique, une fintech, elle ne peut, elle peut pas scaler tout seul, d'accord? Parce qu'elle est dans un contexte global qui tient à, pour qu'une fintech marche, il faut qu'il y ait Internet, pour que les gens puissent se connecter à Internet et faire les transactions. Il faut que l'environnement des affaires soit favorable, il faut qu'il y ait des marchands, il faut qu'il y ait des facturiers, il faut énormément de choses derrière pour qu'une fintech fonctionne. Et surtout, la quasi-majorité des fintechs euh, exercent sous la régulation de la BCAO, soit de manière directe, soit de manière indirecte par des banques sponsors. Donc, il y a tout un écosystème autour de l'ensemble des fintechs que vous voyez. Vous ne voyez pas directement, vous, ce qui se passe parce que c'est fluide pour vous. Mais derrière les interfaces que vous avez, il y a des partenariats, il y a des discussions, il y a des contrats et tout ça qui se passe. D'accord? Et pourquoi les partenariats sont intéressants? Déjà, un, à cause du contexte marché. Donc, là, on parle Afrique de manière générale. Bah, en fait, l'environnement réglementaire est fragmenté. D'accord? Donc, la zone enfin, la zone UEMOA qui est régulée par la BCAO, donc qui est un ensemble et où on est bien content. Mais à côté de ça, il y a la CEMAC, il y a les banques centrales des pays qui ne sont pas membres ou qui n'ont pas le CFA comme unique. Donc, il y a la Banque centrale de Guinée, la Banque centrale de Gambie, la Banque centrale de Sierra Leone et compagnie, ce qui fait un marché réglementaire et monétaire qui est fragmenté. D'accord? Deuxièmement, il y a une faible bancarisation. Ça, on sait tous, la Côte d'Ivoire aux alentours de 25% selon les derniers rapports. Mais il y a des pays qui sont encore moins, la bancarisation est encore moins élevée que ça, 19-18%. La moyenne UEMOA est aux alentours de 20-21% de mémoire. Ce qui laisse 80% des gens hors du système financier, en tout cas du système financier régulé. Et on se rend compte qu'à contrario, à côté de ça, on a quasiment 84, on parle de 80% de taux de pénétration du mobile money. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup du taux de bancarisation relatif, hein, pour dire, on inclut tout ça, banque plus mobile money dedans. Et là, on monte aux alentours de 80%. Donc, le mobile money, une des ambitions, en tout cas, ce qui arrive, ce que vous arrivez à faire, c'est d'onboarder la plupart des gens. On va dans les marchés, on va partout, il y a toujours un acteur de mobile money qui est présent. Et enfin, les fintechs sont dépendants des infrastructures. D'accord? C'est que bah, tu as beau créer une super fintech, à un moment donné, il faut que l'infrastructure Internet fonctionne comme il faut. Il faut que tu puisses passer les appels pour gérer ton service client. Il faut que tu puisses avoir un partenaire bancaire qui est fiable. Il faut que les États aussi jouent le rôle en tant que régulateur. Donc, il y a tout ça qui structure et qui nous donne l'obligation de passer par des modes de partenariat. Alors, on va dire, prenons un exemple assez simple. Quand vous allez ouvrir un nouveau pays en tant que fintech, vous allez devoir bah, créer des partenariats assez rapidement avec un certain nombre d'acteurs, notamment les telcos. Parce que, bah, en fait, une fintech sans service client, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que si quelqu'un envoie de l'argent, il envoie au mauvais numéro et qu'il ne peut pas appeler pour dire, bah, en fait, j'envoie au mauvais numéro, bah, en fait, ça casse la confiance dans votre solution et les gens, ils vont pas venir. Et comme le nombre d'appels que les mobile money reçoivent par jour pour des demandes d'assistance est tellement énorme que ça ne peut pas passer par le cadre d'un contrat classique de base. J'envoie, j'ai la grille tarifaire de n'importe quel telco et je prends et je signe. Donc ça passe par des discussions directes, des partenariats, des calibrages des volumes d'appels ou des volumes d'SMS pour définir un framework de travail ensemble. Donc ça, c'est les premières choses que vous allez faire. Vous allez parfois aussi devoir, si vous avez besoin d'une banque sponsor, aller chercher, vous allez devoir discuter avec l'ensemble des banques, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas les banques que vous avez targetées, pour pouvoir avoir un, un partenaire bancaire qui va vous accompagner vis-à-vis de la BCAO. Vous allez devoir aussi avoir probablement des partenaires avec les autres fintechs pour pouvoir faire des échanges de monnaie. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça qui vous obligent à rentrer dans un système de partenariat. Donc, les partenariats clés qu'on peut identifier, il y a les partenariats de distribution. Donc, si vous arrivez en tant que euh, fintech qui veut distribuer de la monnaie électronique, ben, en fait, vous allez devoir avoir un partenariat avec un émetteur de monnaie électronique et souvent une banque.
Donc ça fait déjà un premier partenariat et vous allez devoir définir le type de relation que vous avez, comment chacun gagne quelque chose dans ce partenariat-là. Et l'accès aux infrastructures, j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure, donc les infrastructures data, il va falloir que vous ayez un cloud. La BCAO oblige les acteurs des secteurs financiers à avoir les données qui sont hébergées en local ici. Donc vous allez avoir ce type de partenariat-là à définir avec les acteurs du cloud, les acteurs des telcos. Vous allez devoir définir des API avec les autres fintech pour pouvoir avoir des échanges de monnaie. Enfin, voilà, tous ces sujets-là qu'il faut caler. Et enfin, accès à la confiance. Donc, bon, avec le régulateur, c'est pas vraiment un partenariat. On est assujetti au régulateur, donc on s'oblige à respecter les règles qu'il définit. Mais vous allez devoir définir tout un écosystème de marque pour avoir une brand love, pour que les gens aiment votre marque. Donc ça aussi, ça passe par des partenariats que vous allez voir de ci, de là. Et pourquoi ensemble? Aucune fintech ne peut posséder l'ensemble des actifs dont je viens de vous parler. Tu vois, tu vas pas, en créant une fintech, créer en même temps un telco, créer toutes les infrastructures de paiement. Tu vois, tout ça, c'est pas possible. Donc, tu es obligé à un moment donné de te concentrer sur le segment de ton activité et de laisser les autres faire les leurs et de créer des partenariats pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Et aussi, les partenariats permettent de combiner les forces et d'accélérer la croissance de manière exponentielle. Si on ne le fait pas, enfin, je ne vois aucune fintech qui peut fonctionner sans un mécanisme de partenariat très fort. Si, je sais pas si vous avez des questions déjà, moi, n'hésitez pas, ça permet d'orienter mon propos. Je ne peux pas les lire, Ravdat, mais s'il y a des questions qui viennent On prend les directement. questions à la fin. C'est vraiment à la fin de la session qu'on prend toutes les questions, hein. Ah, ok, parfait. J'arrive pas. Ok. Donc, cartographie de l'écosystème FinTech. Ravdat, je suis déjà à quand même 2 minutes parce que je pense que j'ai dû réussir la première slide, hein. Oui, mais J'ai déjà pris 4 minutes, je crois. 4-5. c'est pas grave. Ok, on y va. Donc, cartographie de l'écosystème FinTech africain. Donc, les grandes familles d'acteurs que vous allez identifier, avec lesquels vous allez devoir faire des partenariats si vous développez vous aussi dans la FinTech, déjà, il y a les FinTech. Vous voyez bien que vous arrivez à envoyer de l'argent en griffe de Wave à Jamo, Jamo à Wave, Jamo à Orange. Ça, c'est des partenariats directs ou indirects, hein. Ça passe soit en direct, soit par des agrégateurs. Donc les fintechs déjà font des partenariats entre elles. Les banques et institutions financières, je vous ai expliqué pourquoi il fallait faire des partenariats avec des banques, mais même en termes de dépôt, est-ce en tant que fintech, vos dépôts sont dans quelle banque? Comment est-ce que vos dépôts sont gérés? Enfin, tout ça, c'est des partenariats que vous devez établir avec des banques. Les opérateurs télécom et les mobile money. Donc, c'est à la fois des partenaires aussi en même temps pour des fintechs, des concurrents, parce qu'ils ont leur propre infrastructure. Mais c'est deux entreprises différentes, hein, à chaque fois, le mobile money et le telco. Donc, vous pouvez très bien demander des services au telco. Ils sont normalement obligés de vous les donner, hein, s'ils les donnent à d'autres acteurs. Euh, donc, ça, c'est assez clair. État et régulateur. Mon partenaire avec les États et les régulateurs, j'ai mis dans les grandes familles d'acteurs. C'est pas vraiment des partenariats, c'est de l'assujettissement, hein. L'État donne des règles, vous exécutez. Et voilà, vous pouvez en amont des règles faire un peu de lobbying, discuter avec l'État, expliquer un peu vos gros sujets pour que pour que ce soit compris, quoi. Les agrégateurs et fournisseurs d'infrastructures, donc vous allez avoir tous les agrégateurs que vous suivez, tout, SICAP et compagnie, je fais pas de publicité bien sûr, mais qui vont agréger des paiements. Et d'ailleurs, qui sont maintenant régis par un nouveau statut de la BCAO où tout le monde a dû soumettre une demande pour être agrégateur. Et enfin, les marchands et les entreprises. Donc, alors, c'est marqué tel quel, c'est des contrats que vous définissez avec vos marchands et ou les entreprises, mais il y a de très gros marchands. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire un Prosuma ou même quand vous prenez un facturier tel que la CIE ou la Sodeci, ça ne sera pas un contrat classique. Vous allez devoir discuter parce que les volumes de ces marchands-là sont tellement importants que, bien sûr, ça passe par le volet partenariat que je différencie, alors très clairement déjà, hein, que je différencie du volet commercial. Donc, le business développement chez Wave n'est pas le commercial. D'ailleurs, enfin, j'ai pas poussé Ravdat dessus parce que c'est pas très grave et on soit avec mes collègues, on se parle. Mon rôle, c'est partnership and business development manager. Et le business development, c'est le développement du business vraiment dans le sens euh, dans le sens Génération de revenus. enfin, pas gain d'argent, quoi, revenu. En, Oui, en anglais, on oui, dirait revenu management et oui. tout. Euh, c'est bien dans ce sens-là. Et à côté, il y a le département commercial de Wave qui est vraiment sur le développement de ce qu'on nous appelle payments, donc développement du segment marchand, des marchands et compagnie. Le business, on va être beaucoup plus
un peu plus high level sur des gros contrats avec des gros facturiers, avec des gros acteurs. Et on va pas faire du développement commercial au détail. Alors, je ne sais pas comment c'est structuré dans d'autres fintechs, mais en tout cas, chez Wave, c'est de cette manière-là. Qui apporte quoi? Donc, il y en a qui vont apporter les licences réglementaires. Donc, la banque elle va vous apporter une licence réglementaire, vous permettre d'exercer dans l'espace UEMOA en profitant de sa licence de plusieurs manières. Vous avez dû voir aussi les cartes Visa ou Mastercard sortir dernièrement. Bah, en fait, ces cartes-là, elles sont faites par des partenariats et en fait, les fintechs n'ont pas ce qu'on appelle le numéro BIN, donc Business Identification Number de mémoire. C'est que les banques qui les ont. Et ces fintechs-là arrivent à sortir des cartes virtuelles parce qu'elles profitent des licences bancaires. Donc, c'est des partenariats qui se font. On profite de la base client, dans un sens comme dans l'autre. On a des gens qui vont venir nous voir pour essayer d'avoir notre base client. Nous aussi, qui allons aller voir d'autres personnes pour avoir les bases clients. Les réseaux de distribution, donc en fonction de la force de votre réseau de distribution, des acteurs viendront vous voir pour essayer de profiter du réseau de distribution, pour vendre des choses un peu différentes dans votre réseau. La technologie, donc on est souvent partenaire technologique de certains acteurs qui ils veulent intégrer nos solutions. Bah, en fait, on va être partenaire technologique. Les données qu'on perçoit, enfin qu'on a de nos acteurs via l'ensemble des paiements, donc comment elles sont traitées, comment elles sont gérées. On apporte ces données-là ou on reçoit ces données-là aussi d'autres acteurs. Et enfin, les capacités de financement. Bon, concrètement, l'argent, quoi. Si tu veux grossir ton activité, à mon avis, tu as besoin d'argent pour pouvoir le faire, ou même aussi de préfinancement de certaines activités. Euh, Sur la partie données, bah, en fait, vous allez voir des acteurs qui vont avoir aussi euh, des partenariats avec des structures étatiques. On va parler peut-être de l'ONESI, d'autres trucs, d'autres structures de ce type-là, qui permettent de faciliter les KYC avec des API de part et d'autre. API, donc je ne sais plus ce que ça veut dire en français, en anglais, pardon, mais c'est des connecteurs entre deux systèmes d'information différents, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, les typologies de partenariat, bon, il y a un peu tout, hein. Les fintechs font des partenariats avec des banques, avec des telcos, fintech à fintech, fintech à État, notamment, ça arrive hein, pour des perceptions de paiement et des États qui vont développer leur propre solution comme Trésor Pay en Côte d'Ivoire. Mais il y a des États qui demandent à des solutions fintech de venir créer leur infrastructure de collecte d'impôts ou de collecte de fonds d'une manière ou d'une autre. Et enfin, fintech avec les grands marchands et les grands facturiers, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour structurer un partenariat gagnant-gagnant, une répartition équilibrée des risques et des investissements est essentielle à la pérennité du partenariat. Alors là, je vous dis concrètement, pour définir un partenariat, pour structurer un partenariat, il faut définir la proposition de valeur conjointe. Qu'est-ce qu'on va aller vendre ensemble ou qu'est-ce qu'on veut aller structurer ensemble? Si je veux, je prends quelque chose qui est connu, hein, on prend un partenariat de fintech à fintech pour de transfert d'argent. Bah, en fait, on veut accélérer l'interopérabilité des choses et que les gens puissent bouger leur argent comme ils le veulent, pouvoir payer ici ou payer là-bas. Bah, en fait, ça passe par des partenariats. Donc, il faut qu'on définisse très, très clairement la valeur qu'on veut créer ensemble pour le client et qu'est-ce qu'on y gagne chacun. Ça, c'est la première chose à faire. Quand quelqu'un va venir vous voir en vous disant, bah, nous, on veut faire un partenariat en griffe avec Wave, mais avec aussi d'autres fintech. Voilà ce que je veux apporter au client et voilà ce que Wave peut gagner. Et ça, c'est très clair. C'est quelque chose qui est posé, qui va être dans le contrat dès le début, dans le contexte du contrat et compagnie. Donc ça, il faut le structurer, le clarifier. Première approche. Ensuite, les modèles économiques de partenariat, plusieurs modèles économiques possibles. Le revenu sharing, c'est-à-dire qu'on va diviser, partager le bénéfice qu'on va tirer de l'activité. On va le partager et on va définir les pourcentages de partage. Il faut que ce soit très clair aussi. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 10-10? Est-ce que c'est du 15-30? Enfin, bref, vous définissez la structure de revenu sharing. Ça peut être du fee-based dans rémunération basée sur la rémunération par le client, par la transaction. Ce qui est payé va te revenir à toi et puis moi, je vais gagner de l'argent d'une autre manière et compagnie. White label, c'est en fait, je te mets une solution, c'est ma solution, mais je la mets en intégration et elle est utilisée sous ton nom et tu me payes moi soit une licence d'utilisation, soit tu me payes ma plateforme et tu la récupères. Joint Going to Market, vous avez dû voir une campagne actuellement en Côte d'Ivoire pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Wave va lancer son bank to wallet. Donc, les transactions de banque à portefeuille électronique avec un certain nombre de banques. On a aujourd'hui plus d'une quinzaine, pas loin d'une quinzaine d'institutions financières, banques et microfinances.
Et ça, en fait, c'est des partenariats qu'on définit avec ces banques-là, avec tout un travail technique qui se fait derrière. Et à la fin, on fait un joint go-to-market. Ce qui veut dire qu'on va avoir des agents de Wave qui vont se retrouver dans les agences de ces banques-là pour pouvoir faire la distribution du produit, faire de linkage de comptes, donc liker un compte à un autre. Et puis, en fait, les gens, du coup, de manière instantanée, ceux qui ne connaissaient pas, allaient regarder, hein. Donc oui, vous avez l'onglet banque, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Cliquez dans l'onglet banque, vous avez toutes les banques qui sont connectées avec Wave. Et si votre banque fait partie de ces banques-là, vous allez juste voir votre conseiller bancaire, vous demandez un linkage de votre compte. Et en fait, bah, vous pouvez faire des transferts de part et d'autre. Le premier transfert est gratuit, les autres transferts sont payants, mais ça permet bah, en fait, de pouvoir bouger de l'argent de manière beaucoup plus simple, quoi. Et moi, pour vous donner un exemple, il y a quelques semaines, on était allé au restaurant et moi, j'avais prévu de payer par Wave, j'avais de l'argent sur Wave. Puis, bah, non, pardon, de l'argent sur ma carte bancaire. Et la carte bancaire passait pas. Bah, malheureusement, ça arrive souvent. Et la carte bancaire ne passant pas, bah, j'avais pas d'autre solution, j'avais pas du tout de cash sur moi. Et puis, Eureka, j'ai passé de l'argent de ce compte bancaire-là vers mon porte-monnaie Wave de manière instantanée. C'était là en une seconde. Et bah, en fait, j'ai pu payer mon achat et avoir ma tranquillité d'esprit, quoi. Donc ça, pour pouvoir réaliser ce produit, on a fait un go-to-market, un joint go-to-market. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui actuellement avec les banques. Vous allez voir sur tout le mois de décembre, vous allez voir des activations web devant certaines banques. En fait, c'est parce qu'on est en train de lancer ensemble ce produit-là. Et enfin, l'exclusivité ou la non-exclusivité, en fait, par principe, c'est un conseil, ça reste un conseil. C'est la non-exclusivité le principe. Si quelqu'un veut l'exclusivité de votre produit, en fait, il faut le payer. L'exclusivité a un coût. Euh, donc, ouais, il faut juste réfléchir à un moment donné, bah, dans quelle position je suis vis-à-vis de ce partenariat-là, estimer très clairement votre rapport de force. Et en fonction du rapport de force, bah, si vous pouvez, si c'est vous qui êtes euh, enfin, détenteur du partenariat, que vous voulez imposer une exclusivité, faites-le. Mais pareil, ça revient encore sur ma partie bienveillance et exigence. Ne construisez pas un partenariat déséquilibré de base. Parce que les gens vont peut-être l'accepter parce qu'ils n'ont pas le choix là maintenant. Mais la situation peut se retourner. Demain, c'est vous qui vous retrouvez dans une situation compliquée. Montrez aux gens déjà la bienveillance en construction de partenariat. Euh, et puis, enfin, ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, soyez juste dans les partenariats. Si vous imposez l'exclusivité à quelqu'un qui n'a pas le choix, payez-lui son exclusivité. Répartition de la valeur et des risques. Donc, pareil, hein, ça, on clarifie dès le départ. Qui investit quoi? Est-ce que j'amène de l'argent? Est-ce que j'amène de la ressource? Est-ce que j'amène du temps? Qui porte le risque réglementaire? Quand vous faites un partenariat, bah, quand c'est un partenariat qui est assujetti à la BCAO, most of the time, c'est la banque qui va supporter le risque. Donc, il faut voir comment on rémunère la banque pour le support de ce risque-là. Parce que la BCAO ne va pas laisser la banque se défausser vis-à-vis de son obligation de gestion de risque sur un partenaire fintech. Donc, il va falloir que la banque ait la rémunération de cette activité, de ce support de risque qu'elle fait et qui pilote le risque opérationnel. Quand c'est la distribution, ça va être souvent les fintechs. Donc, pareil, les fintechs vont se rémunérer sur cette partie de risque opérationnel qu'elles pilotent. Voilà un peu. Je vais plus être très long. Négocier efficacement avec les acteurs dominants, donc les motivations. Pourquoi on négocie avec les acteurs dominant, bah, en fait, c'est pour beaucoup, c'est pas, ne pas se faire disrupter. Donc, on va aller chercher des acteurs, hein, toujours, en fait, faites évoluer vos partenariats. Trouver des nouveaux acteurs pour pouvoir bouger, pour pas que vous restez stagnant. Donc, on va être motivé aussi par les aspects réglementaires, les exigences réglementaires. Souvent, la BCAO, même les autres acteurs vont nous dire, bah, il faut faire ça en plus, il faut faire ça en plus. En fait, on va aller chercher les solutions et les gens qui vont trouver des solutions KYC avec de l'IA dedans pour venir faciliter l'entrée en relation, l'onboarding des clients. Je sais que je parle avec beaucoup de jargon, je suis désolé. Donc, quand vous allez créer votre compte sur une fintech, aujourd'hui, enfin, dans la plupart du temps, ça va être classique. Je vais venir avec soit même sans pièce d'identité et compagnie. Et à un moment donné, la BCE va vous dire, en fait, on a besoin de connaître toutes les personnes qui ont un compte chez vous. Bah, en fait, pour faire ça, vous allez chercher à aller beaucoup plus rapidement plutôt que pour ne pas avoir à traiter manuellement des pièces d'identité et compagnie. Donc, ça va vous obliger à aller faire des partenariats. C'est dans ce sens-là que j'ai mis les motivations peuvent être réglementaires. Donc, la réglementation peut vous pousser à aller chercher des partenariats. L'image et l'innovation, il y a des structures qui vont se rapprocher de structures innovantes, faire des partenariats avec elles, pardon, pour pouvoir avoir aussi une image d'innovation dans la tête des consommateurs. L'accès à des nouveaux segments, donc on va aller faire des partenariats parce que en fait, on n'arrive pas à toucher tel segment d'activité. Bon, déjà, typiquement, beaucoup de gens vont venir voir Wave pour pouvoir toucher l'informel.
Parce que Wave est très fort dans l'informel. Et il y a des acteurs bancaires ou assurances qui sont très très forts un peu ailleurs, qui vont vouloir toucher ces segments-là, mais qui n'y arrivent pas dans leur structure actuelle et qui vont chercher à le faire par partenariat plutôt que de développer une structure en interne. Les leviers de négociation que vous avez, en fonction de ce que vous avez, enfin, en fonction de ce que votre fintech, si vous êtes une fintech ou votre institution, c'est une institution détient, est-ce que vous avez accès à un segment d'activité spécifique? Donc, ça, c'est le cas de Wave. Donc, ça, c'est une force qu'on va porter pour pour les différentes discussions qu'on va avoir. La vitesse d'exécution et l'agilité. Si on est très fort à aller très vite, en fait, on peut aller convaincre des clients en disant, vous savez quoi, on est peut-être en discussion, on est en débat avec deux, trois autres, vous êtes en débat, pardon, avec deux, trois autres fintech pour pouvoir réaliser ce projet-là. Bah, en fait, nous, regardez, on délivre en 2 semaines, quoi. On est bon, on sait faire ça. Innovation produit et UX. Donc, bon, je suis désolé de faire de la publicité, hein, mais un des facteurs clés de succès de Wave, c'est son innovation produit et son UX. C'est très simple. Euh, ça, c'est un bon levier de négociation. Les données et l'usage client, plus on a d'usage client, plus on a de data, on va avoir des capacités de négociation. La pression concurrentielle, si on est dans un secteur qui a une forte capacité concurrentielle, en fait, ça peut donner un avantage comme un inconvénient de la négociation. Donc, faut savoir le lire, savoir le percevoir et en faire un levier de négociation. Les points clés à verrouiller systématiquement les SLA, donc Service Level Agreement. Si je fais un partenariat avec un telco, par exemple, c'est le niveau de disponibilité de ta plateforme pour mes appels doit être de tel niveau. Si elle n'est pas de tel niveau, c'est 2,40 par an, on va dire n'importe quoi. Si je passe par un telco, n'importe lequel, pour pouvoir réaliser mes appels entrant ou sortant pour mon service client qui est clé pour moi, je vais lui demander un niveau de service à 95% par exemple. Je veux que sur un mois, si j'ai 1000 heures d'ouverture de mon service, je veux que vous soyez disponible au minimum 955 heures, 950 heures sur les 1000. Je dis n'importe quoi, hein. C'est souvent beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de la complexité de la situation. Mais posez très clairement la SLA et les SLA sont assujettis à des pénalités. Ça aussi, pensez-y. Beaucoup de gens n'y pensent pas. Si vous mettez une contrainte à un fournisseur de service et que ce fournisseur de service-là n'exécute pas et qu'il n'y a aucune pénalité, en fait, ça ne sert à rien. Il sent pas la pression. Donc, il faut mettre des pénalités que vous convenez. C'est de dire, si vous n'êtes pas disponible, on a décidé que ce serait 95% de taux de disponibilité. À partir de 93%, vous avez payé tel montant jusqu'à ce on soit rétabli au niveau qu'on avait défini, par exemple. D'accord? Donc, mettez des pénalités. Accès aux données, clarifiez bien est-ce qu'ils ont accès aux données ou pas. Ou vous avez accès aux données qui perçoivent, qui collectent pour vous ou pas. Droit à l'innovation et aux évolutions produits, bon, en fonction des business. Et par exemple, si vous donnez votre produit en marque blanche, est-ce que tout ce que vous allez faire en plus en termes d'innovation sur ce produit-là, immédiatement, c'est commit, donc c'est intégré dans la plateforme de base, ou bien non, c'est séparé. Et si tu veux avoir accès à cette innovation-là, il faut payer en plus. Avoir des clauses de sortie claires et les temporalités, on peut par consentement, même de manière unilatérale, clôturer le contrat, mais pour faire ça, il faut que tu me préviennes au moins 2 mois pour que je puisse me retourner. Il faut que ce soit clarifié dans votre contrat. Et pareil, exclusivité. S'il y a l'exclusivité, il faut bien le noter dans le contrat. Contractualisation et gouvernance du partenariat. La gouvernance du partenariat est aussi importante que le contrat. Parce que, en fait, il y a des partenariats qui vont être lancés, et ils vont pas être gouvernés. En fait, on ne sait plus trop, les SLA sont même plus regardés. Donc, on ne sait plus si le taux de disponibilité est bon ou pas bon. Et puis, au bout de 6 mois, il y a un qui va se réveiller pour dire, bon, en fait, ça fait 3 mois que vous n'êtes pas au niveau. On veut que vous payiez les pénalités. En fait, non, vous n'avez pas remonté. Il faut qu'on ait un comité de gouvernance de pilotage des partenariats qui permettent de remonter chaque mois les insuffisances, les demandes, les changements, et ainsi de suite. Donc, gouvernez vos partenariats de manière très concrète, donc avec un scope précis du partenariat et du périmètre d'action, les rôles et responsabilités de chaque partie qui doivent être définis. Et en fait, toutes les gouvernances de partenariat doivent idéalement se terminer par un compte-rendu signé par tout le monde. Et pour ceux qui vont gérer, je l'ai fait beaucoup en tant que en consulting, quand vous gérez la partie réunion et compagnie, que vous envoyez les comptes rendus, la plupart du temps, les partenaires, ils vont faire exprès de ne pas répondre. Bon, faire exprès. Non, on ne sait jamais. Les gens vont pas répondre parce qu'ils sont occupés. Et un jour, ils vont revenir vers vous en vous disant, bah, en fait, on a jamais validé ce compte rendu là. Bah ouais, en fait, donc je mets dans
dans mes comptes rendus, passé tel délai, donc passé 48 heures, je considère que le compte rendu est validé par l'ensemble des parties. Au moins, c'est clair. Si vous ne prenez pas le temps de relire le compte rendu, de valider votre partie à vous, bah, en fait, c'est votre responsabilité et on va pas la payer pour vous. Donc, clarifiez bien les rôles et responsabilités, un plan d'action à la fin très clair avec un RACI, donc responsable, accountable, et tout, enfin, tout ce je sais un peu ce que ça veut dire, le truc du RACI. Il y a d'autres modèles hein, de structuration, de responsabilité. Il n'y a pas que le RACI, on parle beaucoup de RACI, mais il y en a d'autres. Pareil, gestion des litiges et d'escalade. Si ça ne marche pas avec telle personne, bon, qui est-ce qu'on escalade? Qu'il y ait une matrice d'escalade qui soit très claire pour l'ensemble des personnes. Gouvernance opérationnelle, qu'est-ce que j'avais mis dedans? Comité de pilotage avec rythme défini. Bon, pareil, ça, tout ça, il faut le définir de manière très claire. Je peux passer le support hein, après à Ravdat. Si tu veux l'envoyer, j'ai pas de problème. Un comité de pilotage. Euh, donc, ouais, qui vont être commit sur. Ouais, sur l'intégration robuste, Les lancement opérationnel. partenariats. Tu disais que Sur les justement, partenariats, ouais. quand on signe un Donc, partenariat, il ne faut pas l'annoncer tout de suite. ouais, c'est ça, pardon. Donc, faut pas l'annoncer rapidement parce que, enfin, pas l'annoncer, ça, c'est votre, vous faites comme vous voulez, mais quand vous annoncez un partenariat, immédiatement, les gens sont, bah, ils attendent d'avoir ça dans leur téléphone, quoi. C'est-à-dire que si, oui, on peut signer un partenariat avec, je dis n'importe quoi, sur le bank to wallet avec NCA depuis je sais pas combien de temps, mais on va l'annoncer que le jour où le projet est prêt. Parce que, bah, on veut pas que les gens, ils aient l'impression que, bah, en fait, tu nous as teaser sur quelque chose et demain on l'a pas. Et donc ça, c'est un truc auquel il faut vraiment faire attention sur la partie du moment où vous annoncez vos partenariats. La plupart du temps, en fait, ne le faites pas juste pour la com parce que ça, vous avez l'impression que ça attire des clients, mais en fait, non, ça va créer une attente qui n'est pas derrière, qui n'est pas satisfaite et donc les clients, il est frustré en fait. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui donne le même produit, il va aller verser quelqu'un d'autre. Euh, Coordination des équipes. Donc, pareil, bon, ça, je pense que vous le faites tous, mais il faut bien avoir des réunions de coordination sur les partenariats avec les équipes, et ça, je vous le conseille très fortement, avoir un contract management avec l'ensemble des entreprises avec lesquelles vous avez un partenariat, mettre les contrats dedans, les business models et compagnie, parce que derrière, quand vous gérez plusieurs partenariats avec une fintech, bah, en fait, vous pouvez faire des erreurs dans le pricing, dans la manière dont c'est facturé, parce qu'à chaque fois, ça peut être différent avec des gros acteurs. Donc, faites vraiment attention à ça. Mettez quelqu'un en responsabilité dessus sur la partie contract management et business dans l'équipe business développement. Mettez bien en lien tout l'ensemble des équipes, que le marketing sache bien ce qu'on est en train de faire avec quel partenaire, que pareil, la partie tech sache bien, la partie conformité soit bien au courant. Mettez bien toutes les parties qui sont intéressées en lien, sinon bah, vous allez avoir des erreurs, des ratés et puis bon, bah, de l'argent perdu ou même des responsabilités juridiques à clarifier, quoi. Euh, Pilotage de la performance, ouais, il faut pareil piloter la performance de vos partenariats, hein, combien on y gagne, est-ce qu'on gagne, on ne gagne pas. Parce que bah, en fait, la gestion d'un partenariat, c'est de la bonne façon que vous prenez. Donc si à un moment donné, un partenariat n'est pas nécessaire pour vous parce qu'il ne vous fait pas gagner de l'argent, ne vous fait pas gagner du temps, il ne vous fait pas gagner de la ressource, en fait, mieux vous arrêter. Mais pour ça, il faut que vous mesuriez concrètement l'ensemble des KPI très clairs. Et moi, pour faire les KPI, bon, là, ça, je l'avais un peu en tête avant Wave, mais Wave le fait très bien aussi, c'est de mettre des objectifs, ce qu'on appelle des OKR, Objective and Key Result. Pour chaque objectif que vous allez définir sur un partenariat, c'est-à-dire qu'on dit par exemple un partenariat, on définit l'objectif de augmenter nos revenus. Il faut pouvoir mettre des key results derrière, parce que augmenter nos revenus, c'est beaucoup trop généraliste. Derrière, on va mettre très clairement, on veut que atteindre au bout de un mois une croissance du chiffre d'affaires sur ce produit-là de 30%. On veut au bout de 6 mois atteindre 5 milliards sur le produit, par exemple. Et cet OKR-là, qui est réaliste, hein, bien sûr, va vous permettre de pouvoir regarder bah, le partenariat. Est-ce qu'il est en train d'aller dans le bon sens? Est-ce qu'il est stagnant? Est-ce qu'on met des actions pour pouvoir le rebooster et compagnie? Il faut piloter très clairement, avoir des tableaux de bord très clairs sur l'ensemble des partenariats. Bon, faire évoluer le partenariat, bon, bien sûr, hein, ça revient sur ce que je viens de dire. Si on a des KPI et qu'on a des gouvernances, on peut se mettre une vraie grosse gouvernance au troisième trimestre, par exemple, de chaque année, où on va venir revoir le partenariat, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on continue pas? Et compagnie, on mesure la valeur apportée, on anticipe
les points de tension qui peuvent arriver parce que bah, en fait, la réglementation est en train de changer, les taxes sont en train d'arriver, peut-être les impôts ont changé leur manière de structurer ça, qui va supporter la taxe, etc. Et enfin, les 5 règles d'or. Donc, si vous ne devez retenir que 5 choses, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé et dit beaucoup de choses, je pense que j'ai explosé les 20 minutes, je suis désolé, Ramzat. Euh, mais un partenariat, c'est une stratégie, c'est pas juste une opportunité. Ne visez pas vos partenariats comme juste une opportunité sur le côté. Ah, j'ai vu tel truc, il faut aller dessus. Non. Et c'est construit dans une stratégie qui correspond à une stratégie de produit. Si je sais que à un an, je veux pouvoir sortir tel produit, bah, en fait, qui va me permettre de sortir ce produit-là? Je commence à discuter avec les acteurs qui vont être sur ma ligne sur mon chemin critique en disant à chaque partenaire, bah, tu sais, dans un an, je vais lancer tel produit. Voilà ce qui va se passer, voilà les besoins que j'ai dessus, voilà le régulateur ce qu'il demande. Est-ce qu'on peut commencer à en discuter, faire des workshops, discuter, voilà, on anticipe clairement ça. C'est une stratégie, c'est pas qu'une opportunité. La valeur se négocie avant la signature. Principe, c'est un principe. Posez-vous, définissez bien la valeur que vous voulez retirer du partenariat et faites-le avant la signature du contrat. Après la signature, c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste un principe. Il peut y avoir des exceptions. Notamment, on pouvait dire, bon, ok, j'ai envie de prouver ma valeur à ce client-là. Je vais prouver que je peux lui apporter vraiment du chiffre, que je peux faire exploser ses chiffres. Là, il est un peu hésitant sur les chiffres, que sur l'argent, enfin, sur la part que je demande. C'est pas grave. Je lui mets un contrat à 6 mois. On fait 6 mois. Il voit la valeur que j'apporte. Au bout de 6 mois, mais en fait, le rapport de force, il va totalement changer. Et à ce moment-là, je lui ai montré ma valeur. Donc, je vais renégocier la valeur que j'ai apportée. Mais la valeur se négocie à la base par principe, avant la signature. Après, c'est beaucoup plus compliqué. La gouvernance est aussi importante que le contrat. Donc, piloter vos partenariats. L'exécution fait la différence, ça, c'est une certitude. C'est juste de penser les partenariats, c'est très bien. Mais c'est comment on les exécute au quotidien, comment est-ce que, bah, en fait, on fait que la valeur qu'on a décrite dans l'exposé des motifs du partenariat, on arrive à la délivrer. Et enfin, un bon partenariat doit pouvoir évoluer ou s'arrêter. Donc, on pilote le partenariat dans des KPI. On regarde à quel point, où on en est de notre partenariat. Est-ce qu'on le fait évoluer? Est-ce qu'on le fait s'arrêter? Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et le support est disponible et je l'envoie à Ramdat. Merci à tous. Merci Malik. De toute façon, comme je disais, hein, je pense que c'est une niche. Les gens qui sont connectés, même si tu utilisais beaucoup de jargon, voilà, c'est des gens qui comprenaient quand même la majorité du discours. Donc, on a fait exprès de choisir cette thématique très nichée sur les partenariats et pas juste fintech, parce qu'on sait très bien que le type de cas qui va suivre dans quelques instants va être sur le lancement de produits fintech et là, on va un peu plus élargir le scope pour les néophytes. Donc, déjà, Malik, merci pour cette Mhm. présentation. Il y a quelques questions déjà dans le chat, mais on les prendra encore à la fin parce que D'accord. que je fais les masterclass, on comprend qu'à travers l'interview de l'étude de cas, des fois, les réponses sont rapportées aux questions. Donc, c'est pas ça, Ouais. ça c'est pour répondre aux questions maintenant. Donc, le Q&A est ouvert, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, il y a déjà Gina qui a commencé à poser des questions super intéressantes. Tout à l'heure, Malik va y répondre. Est-ce que tu peux juste Ouais. arrêter ton partage du coup? Pour l'instant et on repasse en mode interview, team entourage, si vous pouvez mettre Malik et moi en Mhm. format interview. Donc, merci pour ces premiers insights, Malik, sur justement comment est-ce qu'on met en place des partenariats efficaces et gagnant-gagnant dans les fintechs en Afrique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on retrace, qu'on prenne un cas précis, parce que j'ai cru Mhm. comprendre qu'il y a quelques mois, 2 mois maintenant, vous avez lancé depuis que tu es là, en tout cas, vous avez lancé deux nouveaux produits, dont un sur lequel vous avez beaucoup communiqué, qui est la carte virtuelle chez Wave. Mais je sais qu'il y a d'autres Mhm. produits qui sont dans le pipeline. Donc, on a identifié ensemble le titre de notre étude de cas. Ouais. On a identifié ensemble le titre de notre étude de cas. Comment est-ce que tu conçois et tu déploies des produits fintech adoptés massivement en Afrique de l'Ouest? Donc là, c'est vraiment une Ouais. interview face caméra qu'on va essayer de mener pour essayer de comprendre un petit peu tes démarches, Ok. ta stratégie quand tu te mets en mode lancement de produits. Bien sûr, avec tes équipes, hein, mais quand tu pilotes ce lancement de produits, comment ça se passe pour les porteurs de projets fintech qui écoutons cette interview? Ça te va? Si on part sur ça? Ouais. Écoute, donc il y a pas mal de questions que tu as déjà abordées durant la keynote, donc je ne vais pas les reposer, je vais juste les recontextualiser rapidement. Donc, dans le cadre Ok. de cette étude de cas, il faut qu'on pose le contexte. Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple, cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus,
Dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.